quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. 5 et 10 ans de mariage ou plus, et bam, la routine s'est installée bien gentiment et semble avoir détrôné de façon inéluctable le désir dans votre couple. Est-ce la faute à la charge mentale, à la fatigue ou aux enfants qui vous manifestent parfois un peu trop de nuit en nuit qu'ils existent en envahissant votre espace parental ? Comment remettre au fond du piment dans le moteur du désir ? Comment les mots, la parole par exemple, peuvent nous y aider ? Bref, que faire quand l'autre n'a plus de désir dans le couple ? Réflexion aujourd'hui dans cette émission En quête de sens avec mes 3 invités que j'ai la grande joie de recevoir. Je commence par Aurélie Godefroy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes la présentatrice de l'émission Sagesse bouddhiste au pluriel sur France 2. Voilà. Mais c'est tout à fait en lien quand même avec l'émission. Mais là, les auditeurs se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Vous allez voir, vous réalisez des podcasts pour l'Inexploré, vous écrivez pour le journal Le Monde, vous avez écrit une dizaine de livres, vous avez notamment publié L'Oracle secret de sorcière chez Guy Trédaniel. Et là, le petit dernier qui est en lien avec notre émission Amoureuse au pluriel. On a envie de dire les grandes amoureuses, mais les amoureuses tout court. Les femmes et l'amour d'hier à aujourd'hui chez Guy Trédaniel. Aurélie Godefroy, c'est un peu, pour résumer votre livre, c'est un peu l'histoire de l'amour sous l'angle des femmes amoureuses, c'est ça, des grandes amoureuses. Sous l'angle, sous le regard, je dirais, le regard, sur la manière dont l'amour en fait a été appréhendé par les femmes de l'Antiquité à nos jours. Donc en 2 mots, il y a une partie assez historique sur la littérature, la mythologie, l'histoire, voilà. Et une deuxième partie plus psychologique et sexo d'ailleurs, sur la manière dont les femmes vivent l'amour aujourd'hui. C'est un sujet qui vous passionne, hein, parce que vous êtes... pardonnez-moi de vous poser cette question, parce que tout à coup, vous vous attaquez aux amoureuses après avoir... C'est votre sujet de prédilection, c'est quand même les religions, la sagesse bouddhiste, la philosophie de la vie, l'existentialisme, tout ça. Non, mais je viens d'avoir un flash en fait, et je suis déjà venue vous voir pour vous parler des femmes inspirantes. Mais bien sûr. Donc, le fil conducteur, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est le côté féminin. Donc, j'ai beaucoup écrit sur les femmes, le féminin sacré, et sur les religions. Et en fait, tout a commencé au moment de ce livre, Les religions, le sexe et nous, où en fait j'ai repris tous les textes sacrés, je les ai tous relus et j'ai voulu explorer la question du désir, du plaisir, de la femme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un dénominateur commun qui était que la femme était le mâle, en tout cas dans les traditions monothéistes, commun. Impur par ses règles, source de tentation, ce qui n'était pas forcément le cas dans les traditions orientales. Et je me suis dit, mais la femme, quand même, justement, elle pose problème, c'est certain, depuis la nuit des temps. Pourquoi ? Et là, j'ai voulu donc aller plus loin, justement, dans ce livre, mais en lui donnant un aspect un peu plus contemporain et en parlant aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, merci d'être là. Nous sommes également en compagnie Olivia Cornevin. Bonjour Olivia. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes à la fois autrice, compositrice, interprète, scénariste, romancière. Vous avez écrit plusieurs romans et on peut mentionner votre dernier livre, Enfant vaginal, de la frigidité à l'extase. On parle de tout sur Radio Notre-Dame. Faut pas croire que les gâteaux sont tous coincés, n'est-ce pas ? Chez Mama, tout simplement. Merci d'être là également. Et enfin, celui qu'on ne présente plus, Guillaume de Brébisson. Bonjour Guillaume. Bonjour. Assorti aux couleurs du studio. Bleu marine. Très classe. Thérapeute que vous êtes, thérapeute de couple, sexothérapeute, vous qui animez régulièrement des stages pour aider les couples à se reconnecter. On peut mentionner parmi vos ouvrages S'expanouir. Et puis le petit dernier avec lequel vous êtes venu aujourd'hui, je fais le bilan de mon couple qui vient de sortir aux éditions de l'Université de l'amour que vous avez créé, je crois. C'est bien ça, Guillaume, si je ne me trompe pas. Hein. Ça, voilà. Alors, sujet un peu boom aujourd'hui, que faire quand l'autre n'a plus de désir dans le couple ? Je crois que c'est le sujet, moi qui suis abonnée à énormément pour inspirer notamment mon émission, de comptes Instagram, de groupes Facebook de parole, etc. Le nombre de confidences anonymes qui sont faites de la part de femmes et d'hommes, des deux côtés. Mon conjoint ne me touche plus depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis je ne sais pas combien de siècles. C'est un sujet, Guillaume Brébisson, qui vous semble... de plus en plus... Alors, on en parle de plus en plus ou c'est devenu un sujet de plus en plus préoccupant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je crois que moi, j'aurais tendance à dire que c'est un sujet relativement nouveau. Enfin, si on se place dans une évolution lente, par rapport à 50 ans en arrière. D'accord. Pendant très longtemps, on ne s'est pas posé la question du désir dans le couple. De toutes les manières, la femme était là pour assouvir les besoins du mari.
Donc à partir de là, qu'elle ait du désir ou qu'elle n'en ait pas, la question ne se posait pas. Parfois, elle en avait. C'était une bonne surprise, à condition que ce soit accepté par le mari, parce que les femmes bien ne devaient pas montrer trop leur désir. Ça, c'était réservé à une autre catégorie de femmes. C'était celles qui allaient voir les maris, justement, quand la femme légitime n'était pas disponible. Donc, on est sorti de ce schéma-là, je pense, assez largement aujourd'hui. Et dans les couples que je reçois en thérapie de couple ou en sexothérapie de couple, j'ai très, 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 très fréquemment la situation de l'un des deux qui dit « je n'ai plus de désir ». Alors, effectivement, ça peut très bien être les hommes. J'ai presque plus d'hommes que de femmes qui posent ce sujet-là. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire « je n'ai plus de désir » Parce que... Il va falloir creuser, les amis. Oui, le désir, c'est consubstantiel à la vie. Le désir, c'est l'élan de vie. Donc, c'est assez rare que quelqu'un n'ait réellement plus de désir. Ou alors, on est en train de parler de quelqu'un qui est en dépression profonde. Donc ça, effectivement, ça existe. Mais ce n'est pas ces gens-là qui viennent me voir, moi. Donc, l'histoire, c'est quoi ? Moi, il me semble que le désir, il y a en gros quatre manières de le voir. Je désire ce qui me manque, c'est-à-dire ce que je n'ai pas. Je désire ce qui est différent de moi. Et je désire ce qui est loin. Donc, évidemment, dans un couple, mon conjoint ne ment pas, il est là, il revient tous les soirs. Okay. Ou pas, ça dépend. Oui, souvent, il revient. Ça dépend de ce qu'on fait dans la vie. Souvent, il revient. Donc, j'ai pas de femme de marin qui me dise qu'elle manque de désir. Hein. Il est différent, oui, il est différent, mais enfin, il est de moins en moins différent avec le temps. Hein. Et il est de moins en moins éloigné avec le temps. Alors, qu'est-ce qui reste ? L'autre chose qui alimente notre désir, c'est le plaisir. Donc, quand on revient me dire « Ah là là, j'ai plus de désir depuis 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans », la question qu'il s'agit de poser avec délicatesse, parce qu'il ne faut pas être trop brutal non plus, c'est « Mais est-ce que vous aviez du plaisir ?» Et donc, on arrive tout de suite, en fait, au cœur du sujet de la sexualité conjugale, qui est « Dans quelle sexualité est-on » Est-ce que chacun des partenaires s'efforce de faire plaisir à l'autre et à ce moment-là de voir le monde par les yeux de l'autre ? Il nous emmène loin, ou bien est-ce qu'il cherche à assouvir son propre besoin ? Et là, on arrive sur des questions liées aux différences d'attentes en matière de sexualité de la part des hommes et des femmes. C'est un vrai symptôme, Olivia Cornevin, de ne plus désirer l'autre. Est-ce grave, docteur ? Alors, moi, je pense que oui, c'est grave de ne plus désirer l'autre, mais ça s'explique par plein de choses. Il y a déjà la vie. Non, mais pardonnez-moi, mais on ne peut pas se désirer non plus pendant 30 ans, 40 ans. Si. Moi, alors, je n'ai pas vécu 30 ans avec une personne, donc je ne peux pas le dire d'expérience. Mais pour moi, qui expérimente un paradigme différent, puisque je suis dans la sexualité sacrée, on va dire. Alors peut-être qu'il faut l'expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que c'est. Oui, après. Et du coup, c'est... Enfin, pour moi, le désir, il sera là toute la vie. C'est impossible d'être dans la sexualité sacrée où on atteint l'extase sans avoir de désir, en fait. Vous diriez quoi, Aurélie Godefroy ? Je sais que c'est pas forcément le sujet de votre livre principal, mais il y a quand même un chapitre sur le désir. Oui. Ça fait quand même partie de l'amour que ça. Oui, non, mais bien sûr, non, mais alors moi, ce qui me surprend, c'est qu'on dit souvent que les hommes vont voir ailleurs parce que leurs femmes n'ont pas de désir, n'ont plus de désir. Et comme dit Guillaume, finalement, ça tombe... Enfin, c'est beaucoup d'hommes, finalement, qui aujourd'hui expriment cela. C'est assez récent. Et c'est vrai qu'en fait, cette question de désir, c'est une grande interrogation pour moi, puisqu'effectivement, si vous avez la recette... Pour que ça tienne 30, 40 ans, 50 ans, je veux bien. Mais pour moi, le désir, c'est la redécouverte perpétuelle de l'autre, tout simplement. Ouais. C'est une question qui est au cœur, ne pas tomber... Être curieux de l'autre ? Toujours, mais à tous les points de vue, puisque le désir, effectivement, n'est pas uniquement corporel. Le désir vient du cœur, de l'esprit. On parle... quelquefois des sapiosexuels, je ne sais pas si... C'est quoi les sapiosexuels déjà ? En fait, c'est les personnes qui tombent amoureuses ou qui éprouvent du désir pour des personnes qui ont un esprit, on va dire, brillant, atypique, assez fin. Donc ça peut être quelqu'un qui physiquement n'est pas forcément attirant, mais qui par son esprit est tellement percutant, je dirais, que du coup, le désir est là.
Et ça peut durer, à mon avis, beaucoup plus longtemps qu'un simple désir basé sur une plastique qui, de toute façon, ne va pas durer. Sachant qu'il peut y avoir les deux. Guillaume. On peut être intelligent et beau. Hein. Ou intelligent et belle. Bon, écoutez, tout existe. Hein. Tant mieux pour vous. Voilà. N'empêche que, vous voyez, par exemple, je cite cette phrase de Victor Hugo qui est heureusement qu'il y a quand même les poètes, hein, Baudelaire, Victor Hugo et tant d'autres, et George Sand, etc. L'amour est une fleur délicate, mais c'est la seule fleur qui ne fane jamais. On a tellement envie d'y croire, Aurélie Godefroy. Mais est-ce qu'on doit forcément lier l'amour et le désir ? C'est ça la question. Ah là là. Mais oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais on peut continuer à aimer, je pense, peut-être de manière différente, sans pour autant désirer physiquement l'autre. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Ouais. Mais c'est un casse-tête sans nom. Je suis d'accord avec vous. 50 minutes pour faire le démêlage. Guillaume. La sexualité, c'est un des langages de l'amour. Et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Aurélie. C'est-à-dire que je pense qu'au fil du temps, il peut très bien arriver que la sexualité ait dit tout ce qu'elle avait à dire aussi. Et qu'il n'y ait plus réellement de manque entre deux conjoints qui sont, d'une certaine manière, j'allais dire repus, c'est pas un très joli mot, mais qui ont eu ce dont ils avaient besoin et qui aient tout simplement un peu moins envie de se retrouver sexuellement et physiquement, mais pas en s'aimant moins, en s'aimant toujours autant, voire peut-être plus qu'autrefois. Et là, c'est pas un manque de désir, c'est au contraire un désir rempli, un désir plein. Voilà. Alors de temps en temps, on refait l'amour, mais c'est moins empreint du manque de l'autre qu'au début. Comment peut venir nous aider dans notre sujet la sexualité sacrée ? Je vous ai pas oublié, Olivia Cornevin, c'est le moment de vous en expliquer sur cette histoire. Alors, c'est un vaste sujet. En fait, il y a des traditions très anciennes en Inde et en Chine, notamment. Donc, en Inde, c'est le tantra. En Chine, c'est le taoïsme. Mais finalement, ça se rejoint. C'est finalement la même chose. Ça parle de la même chose. Donc, par exemple, c'est le qi dans la Chine. Donc, l'énergie sexuelle, qui est aussi l'énergie de vie. C'est vraiment la même chose. Voilà. Et en tantra, en fait, y a plein de pratiques, notamment faire l'amour de manière très très lente pour atteindre cette extase. Et c'est une voie vers l'extase et vers l'illumination aussi. C'est pas que faire l'amour, en fait. On se connecte à Dieu, au plus grand, à ce à quoi l'on croit. Et donc, du coup, c'est une voie d'éveil. D'accord. Voilà. Et ça permet, par exemple, de résister aux rides du temps. Tout à fait. Et à la routine. Je pense que, en fait, déjà, il y a quelque chose qui se passe physiquement, c'est que on atteint l'extase. Non pas l'orgasme, mais l'extase. Qu'est-ce que c'est la différence ? Ouais, c'est pas la même chose. Heureusement que vous le précisez, parce que faut tout redéfinir. Voilà, donc l'orgasme, c'est souvent, pour un homme, c'est l'éjaculation. Il corrèle les deux, alors qu'en fait, on peut décorréler l'éjaculation de l'orgasme. D'accord. Et pour la femme, ce serait plutôt l'orgasme clitoridien. Qui est très rapide, on a un orgasme, voilà. Et en fait, il y a l'orgasme de plateau. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. Dans mon livre, il y a la bibliographie, je me souviens plus de son nom. Mais c'est Diana Richardson qui fait la différence entre l'orgasme de pic que je viens de définir et l'orgasme de plateau. L'orgasme de plateau, c'est vraiment, on a un orgasme constant tout le long de l'acte. Donc ça peut durer 2 heures. Et on va orgasmer tout le long. Donc Aurélie, elle est... Oui, là, j'en reviens pas. Parce que... Et donc, moi, par exemple, quand j'ai découvert ça, je pouvais faire l'amour 4 fois dans la journée et ne jamais être repu, en fait. Ça ne m'est jamais arrivé d'être repu. Déjà, c'est une pratique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un état d'esprit, un mindset. Alors, c'est tout simple. La seule chose à faire, c'est déjà de regarder son partenaire. Et de sentir tout. C'est une méditation, en fait. On sent chaque petite... une prière, presque. Je dirais pas ça, mais en tous les cas, on est dans le ressenti comme quand on médite, on est concentré sur son souffle, par exemple. Et là, on est concentré sur les yeux de son partenaire, sur tout ce qui se passe, le micro-millimètre, puisqu'on bouge très lentement. Et on n'est pas dans le but de jouir. D'accord. On est dans qu'est-ce qui se passe ? Ok, on ressent des choses. Et en fait, l'extase vient
toute seule. Au bout d'un moment, elle vient pas tout de suite, hein, je le raconte dans mon livre, mais au bout d'un moment, une fois qu'on l'a connue et qu'on a déclenché le truc, eh ben, c'est parti pour de l'extase tout le temps. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne vois pas la fin de ce truc-là. En fait, une fois qu'on a connu ça, et j'imagine que toi tu le vis, Guillaume, mais une fois qu'on a connu ça, on n'a plus jamais envie de lâcher son partenaire, parce qu'au contraire, on renforce le lien avec son partenaire à chaque fois qu'on fait l'amour. Alors, je ne sais pas si toutes les héroïnes amoureuses décrites par Aurélie dans son livre en étaient capables. Je ne sais pas si elles ont certaines pratiqué l'extase de plateau. Non, c'est ça. Alors, c'est l'orgasme de plateau, mais l'extase, oui, tout simplement. L'extase. Non, en revanche, est-ce que l'amour éternel, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très poétisé, romancé dans l'histoire de l'amour, même de la part de grandes amoureuses, Aurélie Godefroy. C'est quelque chose qui a quand même été connu par ça. C'est mystérieux que certains et certaines se désirent, s'aiment à la Roméo et Juliette. Oh là, j'ai du mal à le dire, c'est inquiétant. Mais c'est vrai que ça fait rêver tout le monde. Certains et certaines en sont capables quand même dans l'histoire de l'amour. Hein, de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai envie de dire qu'il y a une histoire officielle et une histoire officieuse. Ah bah oui. Et on découvre beaucoup de choses quand on se plonge dans les différentes biographies des grandes femmes de l'histoire. Et alors, si elles avaient effectivement un grand amour, ça ne les empêchait pas d'avoir des amants à côté. Et justement, encore une fois, je distingue là le désir, peut-être la consommation. Ce n'est pas un terme que j'aime, mais malheureusement, il existe, où elles avaient besoin quand même d'avoir une cour, tout comme les hommes avaient besoin aussi d'aller voir ailleurs, mais ça ne les empêchait pas d'avoir vraiment un lien très très fort et très particulier jusqu'à la mort de l'un des deux, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait une part aussi d'engagement. Oui, en fait, c'est un engagement. C'est un engagement. Mais c'est intéressant, je voudrais revenir sur ce que disait Guillaume au début de l'émission. C'est-à-dire que c'est assez récent, cette question d'absence de désir. Hein, parce qu'avant, c'est ce que me disait le psychiatre Christophe André, on vivait dans des parcours de vie qui étaient à la limite pré-tracés. C'est-à-dire que on naissait dans des villages, dans des villes, on se connaissait tous. Plus on se mariait dans sa rue, comme on disait. Presque, voilà, c'est ça. C'était des mariages plus ou moins arrangés, il faut dire ce qui est. Hein. Il y avait aussi des communautés de biens et tout ça. Et donc, de toute façon, c'était inenvisageable d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre, ou en tout cas d'aller tromper la personne. Donc ça, et dans des villes comme Paris, on a fait une interview récemment avec Guillaume où j'en parlais, dans les grandes métropoles, c'est beaucoup plus facile finalement d'aller voir ailleurs quand il y a... Enfin, aujourd'hui, peut-être que finalement, il y a moins de scrupules, en tout cas, à suivre son désir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne avec qui l'on vit ou on ne vit pas d'ailleurs. C'est compliqué. Voilà. On parlera d'Héloïse après, c'est votre personnage chouchou. Oui, une de mes personnages. Une d'eux, pardon. Juste après, l'envie et le dédain par Tété, si vous le permettez. À tout de suite. Chacune des émissions Quête de sens du lundi au vendredi à 17h. Merci également à Guillaume Brébisson et à Jessica pour la préparation. J'en profite parce que je ne les remercie pas assez. Voilà, que faire quand l'autre n'a plus de désir dans le couple? On en parle avec mes trois invités, Guillaume de Brébisson, Olivia Cornevin et Aurélie Godefroy. Aurélie et son ouvrage consacré aux amoureuses, aux éditions Trait Daniel, l'histoire des grandes amoureuses. Olivia Cornevin et Enfin vaginal de la frigidité à l'extase chez Mama et la sexualité sacrée. Et puis Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple et sexothérapeute, qui vient de publier « Je fais le bilan de mon couple ». Voilà, les guides pratiques qui boostent ma relation, c'est utile aujourd'hui, aux éditions de l'Université de l'amour. Alors Guillaume de Brébisson, vous souhaitiez un petit peu, après on entendra Olivia Cornevin, faire un petit rapprochement, c'est drôle de le dire parce que on enfonce une porte ouverte, mais pas forcément pour tout le monde, entre le désir et l'amour. Ça peut être compliqué ça, de ne pas cliver. Entre l'amour et la sexualité, parce qu'on a tendance à parler de la sexualité d'une manière générale, comme si on parle de sexualité comme on parle de jogging, c'est-à-dire qu'on parle d'une activité qui se pratique de temps en temps et ça fait plaisir et voilà. Or la sexualité, quand même faire du sexe un peu du temps, elle est contextualisée et elle est dans un contexte normalement amoureux. Et ça signifie qu'on ne parle pas de l'amour. Or, quand il y a un problème de désir,
il y a parfois, pas toujours, mais il y a parfois aussi un problème d'amour. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation et voilà, on croit qu'on est moins attiré, mais on est moins attiré. C'est ce que tu disais quand tu parlais des sapiosexuels. C'est-à-dire qu'on est moins attiré par l'ensemble de la personne. On admire moins l'autre. Et l'autre, on a, par exemple, ça peut être autre chose, mais enfin, par exemple, ça. L'autre chose, c'est que quand on fait l'amour, avec amour, ce qui s'apprend dans nos stages, par exemple, quand on fait l'amour avec amour, eh bien, on crée de l'amour. Parce que quand on fait l'amour avec amour, on va générer de l'ocytocine chez les partenaires, et l'ocytocine, c'est l'amour. L'ocytocine, c'est une hormone, mais cette hormone, elle procure le sentiment amour quand elle est en nous. Mais pardon Guillaume, mais on peut faire l'amour sans viser l'amour ? Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Parce qu'on peut faire l'amour sans vouloir, sans manifester de l'amour, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi oui, vous on peut faire l'amour ça sans manifester de l'amour. Demandez à toutes les personnes qui se sont spécialisées dans les coups d'un soir, hommes ou femmes, oui. Heureusement pour ces personnes-là, elles ne tombent pas amoureuses chaque soir du partenaire différent avec qui elles font l'amour. D'accord. C'est d'ailleurs le but recherché. Donc, mais c'est intéressant de parler de ça parce que ce qui se passe à ce moment-là, quand on est sur un coup d'un soir, ce qui se passe à ce moment-là, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il y a une fermeture intérieure. Parce que, en fait, on le sait bien tous, que quand on fait l'amour, justement, on sent un sentiment amoureux qui monte. Mais si on fait l'amour avec un inconnu, on n'a pas du tout intérêt à ce que ce sentiment amoureux monte, parce qu'il y a un danger potentiel derrière. On ne sait pas qui est la personne. Donc, on va fermer ça à l'intérieur de soi. Et quand on fait ça, physiologiquement, on finit par s'habituer à faire le contraire de ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'on fait de la sexualité et on la coupe de l'amour. Et donc, on se coupe de sa propre ouverture. Or, si on veut une sexualité qui soit réellement épanouissante, heureuse, pleine d'orgasme et potentiellement d'extase, il faut être en ouverture. Et donc, il faut au contraire être dans l'amour. C'est par exemple, quand Olivia parlait d'être les yeux dans les yeux, là, quand on est les yeux dans les yeux avec quelqu'un, effectivement, tout l'amour passe. C'est toute la différence. Or, aujourd'hui, quand on parle de sexualité avec les personnes, on voit bien que très souvent, elles ne se regardent pas pendant l'amour. On s'est habitué à isoler la sexualité de l'émotion, du sentiment, etc. Or, la sexualité, elle est là pour recharger l'émotion et le sentiment. Donc, si dans un couple qui dure depuis longtemps, chaque fois qu'on fait l'amour, en fait, on se dissocie de son sentiment, au lieu de le laisser nous inonder, nous emporter, etc., et bien, au bout d'un moment, on n'a plus envie. Parce que c'est pas fait pour ça. C'est là. Alors là, je fais tout de suite appel à Aurélie. Pardon, Olivia, je vous oublie pas. Mais c'est là, vous voyez. Alors, je pense à l'amour courtois, mais pas seulement. Mais on apprenait à. Il y a une époque, il fut un temps où c'était pas du tout la mettre du courrier à la poste, d'aller faire l'amour. C'était un Graal en fait. On se désirait, on prenait le temps, on s'écrivait, on laissait vraiment l'amour, on permettait à l'amour au fond d'envahir toutes nos dimensions, tous nos sens, toutes les dimensions en fait du futur lien amoureux. Consommer, si je puis dire. Oui, c'est intéressant. Jusqu'à récemment. Enfin, encore une fois, je suis assez d'accord. Je crois que c'est depuis 50 ans que ça a changé, que c'est un peu moins. Bon, on va dire les années 70. L'amour conso, quoi. Ouais, l'amour conso. Bon. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été un sentiment qui a été sublimé à la fois par les hommes, qui a aussi été sublimé par les femmes, mais beaucoup plus difficilement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le désir était un sujet tabou. Les femmes n'avaient pas le droit d'en parler, n'avaient pas le droit de s'en emparer. Intéressant, ça. Oui, vraiment. Et donc, du coup, elles se retrouvaient dans des cercles littéraires, ça, c'était jusqu'à la Révolution. Et ensuite, c'était un petit peu la pratique. Elles échangeaient de manière épistolaire pour faire un espèce de petit... briefing de ce qu'elles avaient dit. Vous avez des exemples il y a des femmes connues, dans l'histoire qu'on a retrouvées. Il y a Madame de Staël, déjà. Oui. Il y en a, toutes les grandes qui avaient ces fameux cercles littéraires. Elles parlaient d'amour, de sentiments. C'était vraiment... Et quand elles ont voulu commencer à écrire sur l'amour, ça a été encore autre chose, elles ont dû utiliser des pseudonymes. Et c'était d'hommes, bien sûr. C'est incroyable. D'hommes. Bah oui, d'hommes. Parce qu'en fait, il y avait une misogynie à l'époque absolument terrible.
Alors, imaginez, déjà, c'était compliqué d'exprimer son désir, mais en plus, écrire la sexualité, et même quelquefois de manière très crue. On a des pages, je crois que c'est Marie de France, qui sont vraiment très, très concrètes, très, très pratiques. Ça passait pas. Donc, en fait, elle signait sous un faux nom. Ouais. Voilà. C'était à quelle époque ? C'était là, on est même 18e. Alors, 18e, 19e. En fait, même 19e, ça a été très, très compliqué. Moi, j'imagine. Mais ça a commencé, et en fait, c'est la littérature lesbienne qui a en fait ouvert le chemin pour que l'érotisme, en fait, puisse s'exprimer sous la plume des femmes. C'est étonnant. Quelque chose à dire là-dessus, Olivia ? Ça vous inspire quoi ? C'est l'histoire ce que je disais sur le désir qui prend son temps, qui se mérite, en fait, vous voyez ? L'amour qui se méritait à une autre époque. Je dis pas que c'était forcément mieux, mais il y avait moins ce côté conso quand même, quoi. On peut pas. Alors moi, je suis née en 80. Vous parlez d'une comme époque où je n'existais pas. Voilà. Non, mais dans l'histoire, vous avez lu des livres quand même. Vous avez lu Madame de Staël. Non, j'ai pas vraiment d'opinion sur la question. Pour moi, j'ai lu tout l'amour courtois, etc. Du Moyen-Âge. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça vient de là, en fait, surtout. Mais ça vient sûrement de l'Antiquité aussi. Avant, j'ai pas fait toute l'histoire de l'amour. Mais c'est vrai que, oui, il y a le truc qu'on mérite. Et il y a surtout l'attente, parce qu'avant, on se courtisait. Voilà. Et là, on se courtise plus. C'est fini, ça. Moi, j'ai été courtisée à l'âge de 15 ans. Mais je n'ai plus été courtisée depuis. Et effectivement, j'avais un gars que je connaissais et qui m'a envoyé des lettres anonymes en me disant ton amoureux transi, mais je ne savais pas qui c'était. À 15 ans. Et vous avez su après ? J'ai su après, je suis sortie avec lui, c'était mon premier amoureux. Et ça n'a pas duré. Et ça n'a pas duré. Par sa faute. Par sa faute. Le vilain, Guillaume. Cette histoire de courtiser, ça vient de l'amour courtois. Le terme vient de l'amour courtois. Et l'amour courtois, tel qu'on le connaît au Moyen-Âge en France, il a été inspiré par des troubadours qui eux-mêmes avaient été dans des cours tenus par des Arabes qui étaient à l'époque présents en Espagne et dans la partie sud de la France. Et ces seigneurs arabes qui pratiquaient l'amour courtois, ils l'avaient appris par des techniques tantriques. C'est-à-dire que c'est le tantra l'origine de l'amour courtois. Sans blague. Voilà. Alors c'est expliqué par Denis de Rougemont dans L'Amour et l'Occident. L'Amour et l'Occident. Qui est un bouquin qui date d'un petit moment quand même. C'est pas récent. Et il décrit ça très très bien. Et en fait, le tantra... Alors il y a eu d'autres écoles aussi que le tantra, mais toutes ces écoles qui mêlent sexualité et spiritualité sont basées sur la question de la lenteur. Oui. Parce que la lenteur, elle permet déjà à la femme de jouir. Parce que quand on arrive, on se déshabille, on rentre, on sort, pour la femme, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Je m'excuse, mais ça, c'est... Or, aujourd'hui, c'est la sexualité qui est mise en avant par les sites pornographiques. Donc, les hommes qui, dans leur immense majorité, ont beaucoup de difficultés à tenir avant d'éjaculer. Plus aujourd'hui qu'avant, vous pensez ? C'est ce qui vous est confié Je ne sais pas. D'accord. Mais en tous les cas, c'est une problématique. La problématique masculine, en gros, il y en a deux. C'est est-ce que mon érection va tenir et est-ce que je vais tenir avant d'éjaculer. D'accord. Et souvent, ils croient que c'est lié. C'est-à-dire que comme je ne suis pas sûr que mon érection tienne, du coup, je vais éjaculer plus vite. Enfin, voilà, ça m'encourage à aller plus vite. C'est encore pire. Pour c'est de l'angoisse, bien sûr. Mais c'est ce que je suis en train de me dire. Quand les hommes sont là-dedans, ça, ce modèle-là, il est encouragé par le modèle pornographique. Donc, ils sont encouragés à continuer comme ça. Et plus la sexualité masculine s'exprime de cette façon-là, moins les femmes trouvent de plaisir, moins elles ont de raison d'éprouver de désir. Bien sûr, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Vicieux ou vertueux, c'est-à-dire plus on a de plaisir et plus on a de désir, voilà. À condition d'inverser les choses. Voilà. Donc, il faut expliquer aux hommes et aux femmes comment faire pour que la femme ait du plaisir, parce que la clé, c'est ça.
Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit mon livre. Voilà. En fait, ça s'adresse aux hommes, votre livre. Aux deux. Parce que tout est dedans. Aussi aux hommes qu'aux femmes. Mais c'est surtout comment expliquer aux femmes comment devenir vaginale. Moi, je n'ai pas été pendant 27 ans. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que je sois passée à côté de ce truc-là pendant tant d'années et à côté de l'extase, surtout, alors que l'extase, elle est disponible à tous si on va dans la lenteur. Ouais. Et c'est facile. Et c'est facile. C'est hyper simple. C'est ça qu'il faut voir. Il faut juste commencer, quoi. La clé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on se regarde, on est dans le moment présent et on n'attend pas d'avoir un but. C'est-à-dire que le but, c'est contre-intuitif parce que dans notre société, il faut toujours performer. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il n'y a pas à performer. Quand on fait l'amour, on est avec l'autre et c'est juste, on est là. Il y a juste à être, en fait. Mais ça fait rater, quoi. Moi, j'ai une question pour Olivia quand même parce que j'ai l'impression que les femmes peuvent y arriver plus facilement. Est-ce qu'il y a autant d'hommes qui sont prêts à vivre cette sexualité-là? Alors, il faudrait déjà qu'ils se désaccroifient au porno, je ne sais pas si ça se dit. Non, mais voilà. Mais malheureusement, Aurélie. Voilà, on nous rend addicts, on rend addicts les hommes au porno, et c'est le circuit de la récompense. Ils ont tout de suite. La récompense rapide, comme le sucre, quoi. Et puis il n'y a pas la femme, on n'a pas ce truc d'angoisse de on va y arriver, on va pas y arriver, on se masturbe et puis voilà. Il faut expliquer aux hommes, qui jouissent 10 fois plus quand ils rentrent dans la sexualité sacrée, la sexualité lente, etc. Et c'est parfement vrai. Hein. C'est un homme qui le dit. On va sélectionner cet extrait. On va sélectionner cet extrait pour le replay. Si vous le permettez, voilà. Oui. C'est dit I want you. But Bilam, pas moi. Voyons Guillaume, enfin. On se retrouve juste après. Ça vous va, Olivia? Les amis, Olivia, Aurélie et Guillaume de Brébisson. I want you, Bob Dylan sur Radio Notre-Dame et RCF. RCF, que faire quand l'autre n'a plus de désir dans le couple? De désir dans le couple, on en parle aujourd'hui avec mes 3 invités. Aurélie Godefroy, qui a publié un ouvrage consacré aux amoureuses, l'histoire des amoureuses, publié chez Guy Trédaniel. Olivia Cornevin, qui traite d'amour aussi dans son livre, finalement, Enfin vaginal, de la frigidité à l'extase chez Mama. Et Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple et sexothérapeute, qui anime régulièrement des stages pour aider les couples à se reconnecter. Son dernier ouvrage, Je fais le bilan de mon couple, aux éditions de l'Université de l'amour. Effectivement, on évoquait avec vous l'excellente question d'Aurélie Godefroy qui vous était posée, Olivia Cornevin. Comment faire pour convaincre les hommes que c'est mieux d'être lent? Parce que c'est vrai que juste avant qu'on se sépare, notre ami Guillaume disait que c'est 1000 fois mieux pour les hommes. Une fois qu'ils y ont touché, ils ne peuvent plus s'arrêter d'être lents. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand l'homme comprend qu'en fait, il a très peu à faire. Parce qu'il faut voir aussi... Nous, les hommes, nous sommes habitués à devoir faire, à devoir fabriquer, construire, nous agiter, etc., etc. Et par conséquent, on n'est pas très aidé quand il s'agit de ressentir. Or, pour faire l'amour de manière divine, comme dit Barry Long, par exemple, ce qu'il s'agit de faire, c'est de ressentir. Et pour ressentir, il faut arrêter de faire. Ça veut dire concrètement qu'après une première étape assez longue où on va s'occuper de ce qu'on appelait autrefois avec erreur les préliminaires, lorsqu'enfin, pour l'homme, la pénétration va pouvoir commencer, il va falloir s'arrêter de bouger, s'arrêter de vouloir faire des choses et juste se mettre à l'écoute de son propre corps et sentir ce qui se passe. Et là, ce qui se passe, c'est souvent extrêmement puissant. Par exemple, on constate assez fréquemment et facilement des tremblements de tout le corps. Et les tremblements de tout le corps, c'est l'orgasme du corps, ce qu'on appelle le full body orgasm. Ça peut durer 20-30 minutes. Ah oui? Oui. Et dans ces cas-là, éjaculer, pas éjaculer, c'est plus tellement un problème, on s'en fout un peu. Hein. C'est tellement plus puissant. Ça dépasse tout ça. Et puis, on peut avoir un orgasme de tout le corps qui se résout en éjaculation. Et là, l'éjaculation, c'est indescriptible par rapport à ce que c'est que la classique éjac du monsieur après les 4 minutes réglementaires. Ouais. On est dans complètement autre chose, quoi. Mais effectivement, ça s'apprend. C'est ce qu'on enseigne dans nos stages S'expandir. Et puis, par exemple, il faut connaître aussi un petit peu
le rôle du clitoris. Alors, pardon, il faudra qu'on en parle. Juste avant, parce qu'il y tient. Mais j'aimerais bien qu'on parle de choses un peu pragmatiques quand même. Vous savez, voilà, c'est ce qu'on lit souvent, voilà, sur ces fameux groupes de parole anonymes, etc., sur les réseaux et autres. Témoignages de soit d'hommes, soit de femmes qui pointent un relâchement de l'être aimé. Donc oui, elle me plaît pas autant qu'avant. Ou alors on le dit pas forcément, l'un ou l'autre ne le dit pas forcément. Il a pris la bedaine, je sais pas moi. Elle pense qu'aux enfants. Alors ça c'est presque un autre sujet en quête de sens, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qui veut parler de ça ? Olivia, ça vous inspire quoi ce sujet-là ? Parce que c'est un sujet qui est quand même bien d'actualité et bien tabou. Alors, je pense que quand on s'engage avec quelqu'un, surtout si on s'engage pour la vie et qu'on se marie... il risque d'y avoir des enfants dans l'histoire. Il risque d'y avoir des enfants et il risque aussi d'y avoir de toute manière un relâchement. Hein, la peau, la gravité fait que la peau va descendre à un moment donné. Oui, c'est voilà. Comme ça. Et après, est-ce qu'on a bien regardé la belle-mère et le beau-père avant de se marier pour voir comment ça finirait l'autre ? D'accord. Ah oui, c'est important. D'accord. Les gènes, ils sont là. Donc, ça intéresse Game Nogaret derrière. Mais en tous les cas, oui, il y a une manière de prendre soin de soi. Et je pense que c'est important pour maintenir le désir, effectivement, parce qu'à un moment donné, si on n'est plus du tout comme on était quand on s'est connus, bon, et s'il y a un relâchement total, voilà. Mais malgré le relâchement, je pense que quand on est dans une démarche d'amour sacré, on voit au-delà de juste l'enveloppe corporelle. D'accord. On est vraiment dans l'âme de l'autre, en fait. Hein. Quand on regarde ses yeux en faisant l'amour, on voit son âme. On oublie vraiment... les kilos attrapés depuis des années. De toute manière, on a tous des défauts. Je veux dire, les peut-être 1% de la population parfait en mode mannequin. Sans filtre, attention. Et qui sont sans filtre et à qui on a mis du maquillage et qu'on a poudré de partout. C'est pas la réalité, en fait. Et du coup... Il y a cette acceptation qu'on n'est pas parfait et que, peu importe, en fait, l'extase est là, peu importe, en fait. Et c'est là où peut-être le porno nuit, pardon Aurélie, mais Guillaume, hein, c'est là où peut-être le porno nuit, parce que le porno, c'est que des mannequins super maquillés ou complètement truqués, tout est truqué. Moi, je trouve que le porno, c'est très bien, parce que ça vous montre exactement tout le contraire de ce qu'il faut faire. Donc finalement, ça peut être pas mal d'en regarder de temps en temps, et là, on prend des notes et on fait l'inverse, quoi. D'accord. Okay. Mais est-ce que ça brouille pas, vous voyez, est-ce que ça ne... Comment peut-on dire ça Est-ce que ça génère pas, malheureusement, parce qu'humain trop humain, le côté, l'attente d'un corps parfait pour désirer l'autre, vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense que c'est un faux débat. D'accord, parce que quand on aime quelqu'un, si vous aimez votre compagnon ou votre compagne, en fait, vous aimez son corps comme il est. Vous l'aimez comme il est. Alors, peut-être qu'il y a, je ne sais pas quoi, un pli ici, une ride, une culotte de choix, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en fait, ce que je sais par expérience, pour le coup, c'est que vous aimez le corps de votre compagne ou de votre compagnon. Et ce corps, il change, comme le nôtre change aussi, et on continue de l'aimer. Parce qu'on n'aime pas la plastique, on aime la personne qui est dans cette plastique. Alors, si je peux me permettre une petite précision, c'est qu'en fait, je suis entièrement d'accord avec toi, Guillaume. Mais je crois qu'il faut faire attention aussi à la question on parlait de prendre soin de soi tout à l'heure. Mais je crois qu'en fait, il faut que l'autre continue aussi à se respecter et à respecter sa compagne en continuant à vraiment faire attention à lui. Peu importe. C'est un peu injuste sinon, hein, parce que c'est toujours les mêmes qui changent et puis l'autre, il ne change pas. Mais même c'est une question de respect. De respect, voilà. Donc, c'est une question de respect de soi. Déjà. De soi, je suis déjà, tout à fait voilà. D'accord. Oui, tu as tout à fait raison de le dire. Il n'y a rien de pire pour le sentiment amoureux que la négligence. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. Et s'auto-négliger, évidemment, l'autre finit par nous négliger dans le regard, etc. Bien sûr. Tout ça, c'est parce que c'est un peu pernicieux, effectivement. Lien, admettons, je pense un peu cliché, pardon, un homme qui n'aime plus sa femme, lui dit de toute façon, tu te négliges. Lui, il s'en fiche complètement, il se néglige complètement lui-même. Et du coup, au lieu de se prendre en main, et en même temps que sa femme, éventuellement, du coup, se prendrait en main, il va voir ailleurs. Ça, c'est horrible, en fait. Mais malheureusement, ça doit arriver. C'est-à-dire que c'est la flemme qui prend le... Oui, mais on n'est pas dans l'amour, là. Mais je suis d'accord. Je ne dis pas que ces choses-là ne se produisent pas.
mais on n'est pas dans l'amour. Et c'est pareil, les enfants, tout ça, toutes les raisons qui font qu'on peut faire moins l'amour. La charge mentale, on n'en a pas beaucoup parlé. Tout ce qu'on veut, tout ça, ça existe, bien entendu. Mais si, quand vous faites l'amour, chacun des deux est hyper heureux, hyper épanoui, se sent a des étoiles dans les yeux, a vibré, a vu des lumières, a eu des fontaines, enfin tout ce qui peut arriver quand même dans une relation sexuelle. Si ça s'est passé comme ça, vous recommencerez le lendemain, malgré les enfants et la charge mentale. Moins on fait l'amour, moins on désire l'autre, ou pas? Aurélie, Olivia et Guillaume? Moi, je pense que non. Moi, j'ai eu une période où mon ex-compagnon était dans une dépression sévère et pendant 1 mois et demi, on n'a pas fait l'amour. Moi, je le désirais comme une malade. C'était horrible pour moi. On est passé de 4 fois par jour à 0. Donc non, au contraire, ça peut arriver qu'il y ait des périodes. Et donc, quand on est amoureux, on a de la patience, en fait. On sait que l'autre, il n'est pas bien dans sa tête. On ne va pas le forcer à faire l'amour alors qu'il n'a pas envie, en fait. Après, il y a la fausse excuse et la vraie excuse. Il y a « j'ai mal à la tête, chérie », mais qui est parce que, par exemple, moi, pendant 10 ans, je le raconte dans mon livre, au départ, je n'osais pas montrer que je pouvais jouir clitoridiennement. Et donc, je ne jouissais absolument pas. Je me laissais pénétrer, mais je n'avais aucun plaisir. Et du coup, en fait, je m'ennuyais au lit. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'osais pas dire parce que j'avais peur que ça développe une discussion où la personne allait partir parce qu'elle n'acceptait pas que je n'ai aucun plaisir. Et ça, c'est historiquement... non, il y en a plein votre livre, ça, voilà, c'est cette espèce de pudeur qu'ont les femmes historiquement, en fait. Hein, oui, cette pudeur qu'on leur a imposée, quand même, encore une fois. Mais pour rebondir sur votre question précédente, moi, je pense qu'en fait... on en revient à la communication, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de désir, mais que le couple, on est d'accord, s'aime encore, qu'il n'y a pas d'histoire d'infidélité, bref. Il y a quand même c'est l'expression d'un mal-être, souvent. Alors, tu parlais de dépression, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent jouer. Et en fait... Comme quoi, par exemple des préoccupations. Moi, j'ai été surprise. Professionnelles, même existentielles. Enfin, je vieillis. Là, qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Enfin, où il y a en fait, encore une fois, je pense que la parole, alors, résout peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Et notamment pour cette question de désir, rien que le fait d'en parler, déjà le fait de parler qu'on fasse moins l'amour, c'est super d'en parler, quoi. C'est bien d'en parler parce que ça se trouve, moi j'ai remarqué que ça peut redémarrer après. C'est étonnant. C'est super que tu parles de ça. C'est super, parce que très souvent dans les couples, quand un couple enfin est d'accord pour aborder un sujet difficile, comme par exemple le manque de désir, mais ça peut être autre chose, en lien avec la sexualité, ça peut être des fantasmes aussi, ou ça peut être l'envie combien d'hommes parlent de polyamour et de ce genre de trucs. Le simple fait d'avoir un espace et une confiance suffisante pour pouvoir en parler, mais calmement, sans jugement, sans être dans quelque chose, sans chercher à obtenir quelque chose, juste en disant voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce que moi je vis avec ça, et d'être réellement écouté par son compagnon ou sa compagne, très souvent, ça dissout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tant envie de faire quelque chose de différent ou d'être quelqu'un de différent. On a juste besoin de pouvoir exprimer ce qui passe par nous et qu'on n'ose pas dire parce qu'on sait que ça risque de faire du mal à l'autre. Et là, il y a les dialogues qu'on pratique, nous, dans les stages. Un de nos premiers stages s'appelle « Faire l'amour avec amour ». Dans « Faire l'amour avec amour », tous les matins, il y a, après un temps de reconnexion du couple, il y a un dialogue sur la question du désir, sur la question du fantasme, sur la question de l'exclusivité sexuelle. En fait, on amène les couples à dire ce qu'ils pensent de ça, entre eux, à l'intérieur de leur propre couple. Déjà, c'est le début de la résilience, si je puis dire, du désir, c'est ça? Déjà d'en parler, visiblement, si vous en parlez comme ça. Déjà de dire mais... parce que le désir, ça peut aussi être... moi, j'avais plus envie de faire l'amour à 22h30 après le film, quoi. Moi, j'ai envie que ce soit le samedi à 14h. Ouais, bon. Ça faut le dire. Mais c'est facile à résoudre, ça. L'avantage, c'est que c'est facile à résoudre.
Et effectivement, le samedi à 14h, on est en bien meilleure forme que le vendredi soir à 22h30. Et on peut faire l'amour plus longtemps, plus lentement, etc. Donc, c'est pas la même expérience. Mais il faut pouvoir en parler. Ouais. Il faut pouvoir et pas se mettre la pression, les amis, Olivia. Pas se mettre la pression, c'est difficile, ça aussi. Justement, il n'y a aucune pression. Parce qu'on est en couple, parce qu'on est, par exemple, mariés, ensemble depuis des années. Il y a une espèce d'injonction, je sais pas. On parlait de débitum il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est devoir conjugal. Ouais, devoir conjugal. Pardon, mais ça, voilà. C'était il n'y a pas si longtemps, effectivement. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a plus d'injonction de nos jours, à part celle qu'on se met à soi-même. Mais il y a... En fait, c'est ce que tu dis, c'est le dialogue. C'est communiquer systématiquement son désir. Si l'autre n'est pas dispo, il n'a pas envie, il est fatigué, il le dit. Et en fait, quand il y a justement cette extase en permanence, on accepte très bien que l'autre dise « Ah ben non, pas ce soir ». Non mais vous êtes une sacrée vénande, hein, Olivia, il va falloir arrêter. Parce que... Mais en fait, moi j'ai écrit le livre pour que les femmes puissent se réveiller et apprendre ça, et les hommes aussi. Toi, tu fais des stages pour que justement les conduire à ça. Et en fait, l'info, elle est là, c'est juste que les gens s'en emparent pas. En fait, tout le monde pourrait être dans l'extase. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Olivia. Voilà, merci les amis. Alors, on n'a pas parlé des saintes de la légende dorée, mais c'est à lire dans Les Amoureuses, signé Aurélie Godefroy chez Guy Trédaniel. Merci Aurélie Godefroy. Merci. Ravie de vous avoir reçu, Olivia Cornevin également. Vous et votre livre Enfin Vaginal, c'est un tout petit livre, de la frigidité à l'extase chez Mama. Et Guillaume de Brébisson, merci également à vous, cher Guillaume. Je fais le bilan de mon couple aux éditions de l'Université de l'Amour. Eh bien, je vous remercie, chers amis. Très bonne soirée à tous.